I want to go to our Vaughn Hilliard, who is standing by, who is covering the Trump campaign. Vaughn, what more are we learning about this ruling and how Trump and his team may be reacting? I'm digesting this in real time with you as well. I know we're just beginning to look through this 57-page filing here. This was a 3-judge panel from the D.C. Circuit Court of Appeals. This was a stay that was issued after Judge Chutkan ordered that Donald Trump did not have presidential immunity and that the federal charges of election interference. Dans certaines décisions, ce n'est pas le résultat immédiat qui importe, mais le type de précédent qu'elle crée. Le 9 janvier 2026, la Cour d'appel du district de Columbia a rendu public un avis qui a changé la façon dont les tribunaux fédéraux traitent le concept d'immunité présidentielle. Ce document de 78 pages répond à un litige spécifique, mais ses effets immédiats dépassent les limites d'une seule affaire. Pour la première fois depuis que les poursuites pénales contre d'anciens présidents sont devenues une réalité dans le pays, une instance judiciaire de haut niveau a établi des paramètres clairs sur la portée et les limites de la protection accordée à ceux qui occupent la plus haute fonction de l'exécutif. Bien que techniquement motivé par des arguments procéduraux, cet avis annonce une réorganisation plus profonde. Il établit que certains comportements, même s'ils ont été adoptés pendant le mandat, ne sont pas protégés par la nature fonctionnelle de la fonction. L'implication est directe et large. Elle touche en particulier les stratégies juridiques utilisées par Donald Trump pour suspendre, limiter ou annuler les procédures en cours devant les tribunaux fédéraux. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. En établissant une distinction entre prérogatives institutionnelles et protection personnelle, la Cour met fin à une interprétation qui, pendant des années, a été traitée avec une ambiguïté stratégique par différentes équipes de défense. La décision indique clairement que les actes associés à la fraude, à l'obstruction et au détournement de finalités électorales ne sont protégés par aucune clause constitutionnelle d'immunité automatique. Il s'agit d'un mouvement interprétatif qui modifie la grammaire juridique de la présidence. Il ne déclare pas un coupable, ne suggère pas un verdict anticipé, mais délimite le terrain sur lequel se déroulera désormais le conflit juridique. Ce faisant, elle introduit un changement structurel dans le modèle de responsabilisation de la plus haute fonction de la République. Dans les coulisses de Washington, la réponse institutionnelle a été immédiate. Les agences de régulation, les cabinets législatifs et les conseillers juridiques de l'exécutif lui-même ont entamé une réévaluation technique des procédures impliquant les ordres et les décisions adoptées au cours des 4 dernières années. À partir de cette décision, le paramètre d'analyse change. Il ne s'agit plus seulement d'évaluer la légalité formelle des actes administratifs, mais de comprendre s'il découle d'un usage légitime de la fonction ou d'une tentative de se protéger contre la responsabilité. Cela affecte non seulement la situation juridique de Trump, mais aussi l'architecture de protection de la fonction présidentielle dans son ensemble. Le changement est, en ce sens, institutionnel. Cette nouvelle interprétation commence déjà à se refléter dans le déroulement des enquêtes paralysées ou suspendues. Dans au moins 3 affaires en cours devant différents tribunaux fédéraux, les juges ont demandé une nouvelle analyse des pièces du dossier à la lumière de la décision du 9 mars. Bien qu'aucun jugement n'ait été reformulé, il existe des indications claires que les tribunaux ont commencé à considérer le précédent comme un élément d'orientation. Pour les procureurs fédéraux qui travaillent sur les affaires liées au président, cela signifie une possible réouverture des marges pour l'instruction probatoire. Pour les défenses, cela représente la nécessité d'adapter les stratégies qui s'appuyaient jusqu'à présent sur des arguments de prérogatives fonctionnelles totales. Il ne s'agit pas d'un revirement politique. L'avis n'adopte pas un ton accusatoire et ne laisse pas entendre de partialité. Il rétablit simplement l'idée que le mandat présidentiel n'est pas par définition
une protection juridique absolue. Cette distinction, qui était parfois considérée comme un détail technique, occupe désormais une place centrale. Et elle affecte tant la dynamique des processus en cours que le comportement futur des titulaires de cette fonction. Car à partir de ce moment, les décisions prises dans l'exercice de cette fonction pourront être analysées non seulement en fonction de leurs résultats, mais aussi en fonction du contexte et de l'intention qui les ont motivées. Pour ceux qui suivent de près les développements juridiques aux États-Unis, il est évident que cet épisode marque un tournant. La jurisprudence établie dans cet avis reconfigure le tableau sans pour autant modifier aucune norme formelle. Et cette reconfiguration ne se limite pas à un nom ou à un processus. Elle concerne la manière dont le système interprète ses propres limites, en particulier lorsqu'il est confronté à des personnalités qui ont occupé ou occupent encore des postes centraux dans l'appareil d'État. La tension institutionnelle ne découle pas seulement du contenu de la décision, mais aussi du moment où elle intervient. À l'approche des élections législatives et face à l'accumulation d'affaires judiciaires ayant une importance exécutive, la Cour choisit d'émettre un signal juridique clair, capable d'orienter les décisions futures et d'éviter les interprétations contradictoires entre les instances. Ce geste de coordination institutionnelle, bien que discret, a un poids politique et juridique. Il rétablit une ligne de démarcation qui était devenue floue, celle qui sépare l'usage légitime du pouvoir de la tentative de protection fonctionnelle. C'est précisément dans ce type d'épisode que se révèlent les rouages les plus profonds du système. Des moments comme celui-ci ne sont pas marqués par des ruptures visibles, mais par des ajustements interprétatifs qui, avec le temps, façonnent le fonctionnement réel des institutions. Et bien qu'il reste encore de la place pour contester, réviser ou adapter la décision, la logique qu'elle impose est déjà à l'œuvre. Le système a réagi non pas par des gesticulations, mais par des repositionnements. Et cela, plus que n'importe quelle sentence isolée, est ce qui redéfinit le cours institutionnel. Notre travail ici consiste à suivre ces mouvements à long terme, qui changent notre compréhension du gouvernement, de la responsabilité et des limites. Si vous appréciez ce type d'analyse, restez avec nous pendant que les prochains chapitres se dessinent. C'est dans ce contexte que les agences fédérales, les tribunaux d'État et les instances administratives ont commencé à agir dans une dynamique convergente, bien que non coordonnée formellement. La décision rendue par la Cour d'appel en janvier n'était pas un cas isolé, mais plutôt le point d'inflexion d'un cycle qui se préparait en coulisses depuis le milieu de l'année 2024. Des documents internes du ministère de la Justice indiquent qu'à mesure que les litiges impliquant le président s'accumulaient, le système juridique a commencé à revoir l'architecture de protection fonctionnelle de la présidence selon une logique plus opérationnelle que symbolique. Au lieu de discuter de l'inviolabilité de la fonction, l'accent a été mis sur la manière de garantir le bon fonctionnement de l'État, même face à d'éventuels écarts de conduite de la part de ceux qui le dirigent. Cela explique pourquoi, dans les mois qui ont précédé la décision, au moins 5 avis techniques émanant d'organismes différents ont convergé vers un même point. La nécessité de définir des paramètres qui distinguent clairement l'usage institutionnel de la tentative d'obstruction voilée. À partir de là, les tribunaux inférieurs ont commencé à demander des orientations formelles aux instances supérieures afin de savoir jusqu'où ils pouvaient aller dans leurs enquêtes sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs. Cette tension, qui auparavant engendrait une paralysie, a commencé à être traitée comme une question de gouvernabilité juridique. La Cour suprême fédérale a autorisé par des décisions monocratiques la poursuite des enquêtes dans certaines affaires, à condition que les nouvelles orientations établies par les tribunaux intermédiaires soient respectées. Ce comportement institutionnel renforce l'impression que le système, en l'absence d'un consensus politique stable, cherche des réponses dans la voie judiciaire comme mécanisme d'équilibre fonctionnel. Cette convergence
aide à comprendre pourquoi des secteurs traditionnellement prudents du système, tels que le contrôleur général et le bureau d'éthique gouvernementale, ont adopté une position plus incisive dans l'évaluation des actions de l'exécutif. Des rapports récents montrent que les décisions administratives liées aux contrats d'urgence, aux nominations exceptionnelles et aux décrets non soumis au contrôle législatif sont examinées sous l'angle de l'intérêt public objectif et non de la légitimité circonstancielle du titulaire du poste. Bien que ces rapports n'aient pas de force contraignante, ils servent de base à de futures actions en justice et signalent aux autres sphères du gouvernement que la norme de déférence automatique envers l'exécutif n'est plus garantie. Cela crée un nouveau type de surveillance institutionnelle, plus technique que rhétorique, soutenu par des avis et des analyses qui s'appuient sur des précédents et non seulement sur des préoccupations abstraites liées à la stabilité. Un autre mouvement important se produit au sein du Congrès. Depuis l'entrée en fonction de la nouvelle législature, en janvier 2026, au moins 3 commissions permanentes ont commencé à examiner, en parallèle, l'impact des décisions judiciaires sur le fonctionnement de l'exécutif. Lors d'audiences menées sans tapage, les parlementaires des 2 partis ont convenu de reprendre les débats sur les limites de l'action présidentielle dans des domaines tels que la sécurité nationale, la mobilisation administrative et l'utilisation des ressources discrétionnaires. Le langage utilisé dans les rapports préliminaires suggère un changement de discours. L'objectif n'est plus de protéger la fonction présidentielle contre toute ingérence extérieure, mais de veiller à ce qu'elle reste dans les limites fonctionnelles définies par la Constitution. Ce subtil changement d'orientation indique que le pouvoir législatif, même sans grande coalition, réagit à l'action des tribunaux en tentant de rééquilibrer son propre champ d'action. Pendant ce temps, au sein du pouvoir judiciaire, les juges fédéraux adoptent une approche moins tolérante à l'égard des demandes dilatoires qui invoquent des prérogatives indéfinies. Dans des décisions récentes rendues dans différentes juridictions, les magistrats ont commencé à exiger des arguments plus solides et techniquement fondés de la part des défenses pour justifier la suspension d'audience, le report de délai ou l'exclusion de preuves. La simple mention du poste de président ne suffit plus à modifier le cours d'une procédure. Ce changement d'attente révèle que le système est en train de déplacer progressivement la charge de la preuve. Désormais, c'est à la défense de démontrer pourquoi un certain comportement serait protégé et non plus à l'État de justifier pourquoi il doit faire l'objet d'une enquête. Ce renversement de la logique procédurale modifie considérablement le terrain juridique sur lequel se déroulent les principales affaires liées à la période post-mandat. À un niveau institutionnel plus large, cette reconfiguration affecte également la position d'agences spécialisées telles que le Bureau de contrôle budgétaire et le Conseil d'intégrité exécutive. Bien que ces entités n'aient pas de fonction judiciaire, leurs avis sont désormais fréquemment cités dans les décisions de première et deuxième instance. Dans certains cas, les arguments techniques avancés par ces agences ont servi de soutien pour justifier la recevabilité de plaintes concernant l'utilisation abusive de fonds publics, les contrats d'urgence et la promulgation de décrets ayant un impact budgétaire important. La valorisation croissante de ces avis techniques indique que le système recherche des formes de justification plus solides et spécialisées afin d'atténuer les accusations de persécution politique ou d'activisme judiciaire. L'analyse comparative de procédures récentes montre que, bien qu'il n'y ait pas de commandement centralisé qui unisse ces initiatives, la synchronisation entre les différents organes suggère l'émergence d'un modèle. Il s'agit d'une institutionnalité qui se réorganise autour de l'idée que l'exercice de la présidence, aussi complexe soit-il, ne peut être blindé au nom de la stabilité. La logique qui guide ce nouveau cycle n'est pas punitive, mais préventive. Elle part du constat que les systèmes démocratiques fonctionnent mieux lorsqu'il existe des mécanismes internes capables de contenir les excès avant qu'ils ne deviennent irréversibles. En ce sens,
Les décisions prises ces dernières semaines indiquent que le pouvoir judiciaire assume plus clairement la tâche de rééquilibrer le jeu institutionnel lorsque les autres pouvoirs hésitent à le faire. Ce mouvement n'a pas encore atteint son apogée. Les prochaines semaines seront décisives pour comprendre si les tribunaux continueront à approfondir cette ligne interprétative ou s'ils chercheront un point d'équilibre qui préserve l'autorité de la fonction sans renoncer à la responsabilité individuelle. Mais les signaux émis jusqu'à présent indiquent que l'ancien modèle de protection illimitée a perdu du terrain. À sa place, un nouveau pacte institutionnel commence à se consolider, dans lequel le pouvoir et la responsabilité sont évalués simultanément. C'est précisément cette transition qui mérite d'être suivie avec attention. Si vous appréciez ce type d'analyse continue, fondée sur des faits et le contexte, cette chaîne s'engage à continuer à observer chaque étape de cette réorganisation institutionnelle en temps réel. Des avis divergents subsistent quant à la portée concrète de la décision rendue en janvier. Pour une partie des constitutionnalistes, l'interprétation adoptée par la Cour d'appel doit être considérée comme un ajustement technique, sans rupture, avec le modèle historique de protection fonctionnelle attribué à la présidence. Selon cette interprétation, le tribunal aurait simplement tracé des limites plus claires pour l'application de l'immunité, préservant l'idée que certains actes liés à l'exercice de la fonction restent protégés du contrôle pénal direct. Ces analystes soutiennent que le jugement n'instaure pas une nouvelle doctrine, mais réaffirme la séparation entre l'action institutionnelle et l'utilisation particulière de l'appareil d'État. Dans cette optique, cet épisode serait un ajustement institutionnel destiné à orienter les décisions futures, sans répercussion immédiate sur les procédures déjà en cours. À l'inverse, une autre analyse soutient que la décision vise à redéfinir de manière plus globale les frontières entre autorité et responsabilité. Pour ces observateurs, l'accent mis sur la distinction entre fonction publique et intérêt privé dépasse une simple clarification technique et crée un précédent susceptible d'être invoqué par les instances inférieures dans la réévaluation de comportements précédemment protégés. Dans cette perspective, cette interprétation sert désormais de base à une reconstruction progressive, au cas par cas, des limites de la responsabilité présidentielle. Même si le texte de l'avis évite toute référence explicite à une application rétroactive, le fait qu'il s'impose comme un paramètre jurisprudentiel tend déjà à influencer l'action des tribunaux inférieurs. Cette controverse interprétative ne reste pas confinée au domaine théorique. Elle se reflète concrètement dans les litiges en cours. Dans au moins 2 procès fédéraux, les parties ont déjà commencé à citer la décision de janvier dans des déclarations récentes, cherchant à la fois à élargir la portée des enquêtes et à restreindre l'admissibilité des preuves produites précédemment. Les magistrats responsables ne se sont pas encore prononcés de manière définitive, mais l'incorporation du précédent dans les fondements des arguments révèle son importance en tant que facteur de réorganisation institutionnelle. Cette réorganisation ne se fait toutefois pas automatiquement, car elle dépend de lectures successives, d'ajustements procéduraux et surtout de la volonté des tribunaux de jouer un rôle actif dans la médiation entre les pouvoirs. C'est dans ce contexte que les dilemmes institutionnels les plus sensibles apparaissent. La jurisprudence récente renforce l'idée que les actes à caractère privé ne bénéficient pas de l'immunité fonctionnelle. Cependant, dans la pratique, l'identification de ce qui constitue un acte privé n'est pas toujours évidente. Dans les situations où les décisions présidentielles s'entremêlent avec des intérêts électoraux, des liens personnels ou des orientations informelles, la frontière entre le public et le privé devient floue. Le défi qui se pose aux tribunaux sera d'élaborer des critères opérationnels permettant d'appliquer cette interprétation de manière cohérente en évitant les interprétations opportunistes tant de la part de la défense que de l'accusation.
Cet équilibre est encore en cours d'élaboration et chaque nouveau jugement tend à représenter non seulement l'analyse d'un cas spécifique, mais aussi un exercice continu d'ingénierie institutionnelle. Sur le plan politique, des implications importantes restent en suspens. Les parlementaires actifs au sein des commissions de contrôle discutent de la possibilité de proposer des initiatives législatives visant à formaliser les paramètres indiqués par la Cour, dans le but de réduire l'insécurité juridique entourant la responsabilité pénale dans l'exercice de la présidence. Ce mouvement est toutefois marqué par des controverses. Une partie du Congrès estime qu'une telle initiative pourrait constituer une ingérence indue dans la fonction interprétative du pouvoir judiciaire, tandis que d'autres soutiennent que l'absence de règles claires favorise à la fois l'activisme judiciaire et l'impunité politique. Cette impasse législative reflète une tension plus large entre les pouvoirs, liée à la difficulté de préserver la stabilité institutionnelle lorsque les cadres normatifs restent contestés. Dans la sphère publique, le débat est également fragmenté. Alors que certains secteurs organisés de la société civile considèrent cette décision comme une mesure nécessaire pour la crédibilité du système institutionnel, des voix critiques mettent en garde contre le risque de persécution sélective dans des contextes de forte polarisation. Certains craignent que les futurs présidents ne gouvernent sous la menace You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left. Certains voient dans ce scénario une occasion de rééquilibrer le pouvoir présidentiel en le soumettant à des normes de responsabilité similaires à celles applicables aux autres agents publics. Cette tension entre autonomie et contrôle reste au cœur du débat actuel. À ce jour, aucun consensus consolidé ne s'est dégagé, et il est possible qu'il ne se dégage pas dans un avenir proche. La décision de la Cour ne met pas fin à un cycle, mais inaugure une phase marquée par des conflits d'interprétation continus, exigeant des institutions des États-Unis d'Amérique un haut degré de résilience, de rigueur technique et de prudence. Les réponses des instances supérieures au cours des prochains mois indiqueront si ce processus conduira à une consolidation normative plus stable ou s'il ne représentera qu'une oscillation au sein d'une structure encore résistante à des révisions plus profondes. Tout dépendra de la manière dont les prochaines affaires seront jugées et dont les acteurs institutionnels répondront à une attente croissante du public. Celle que l'exercice du pouvoir, même à son plus haut niveau, soit soumis à la logique de la responsabilité. Face à cette complexité, un suivi permanent devient essentiel. Pour ceux qui apprécient les analyses qui reconnaissent les nuances en jeu et évitent les raccourcis interprétatifs, ce canal restera attentif à chaque nouveau développement institutionnel.